le cinéma est une illusion incroyable et on se promène dedans, dehors, à la fois on est gagné par cette illusion et on la regarde. Là, il y a un truc très beau, je trouve, sur le cinéma, qui n'est pas du tout atteint quand le film se fait en fait très sentencieux et nous parle directement de cinématographe, nous montre une salle de cinéma, etc. Quoi. Thomas, Oui, il est grand temps pour toi oui. de résumer petit 1, Notre Oui. BG qui est préféré. Bigan, Est-ce que... oui, parce que Bigan, ça fait BG. Ça fait BG, effectivement, ouais, tout à fait. et petit 2, de quoi parle son nouveau film Résurrection. Alors, Bigan est un jeune cinéaste chinois de 36 ans qui est arrivé sur la scène internationale en 2000... Je pars en Jacques Chirac. Non, mais qui voilà, est devenu célèbre un peu du jour au lendemain entre 2015 et 2017 quand il a tourné son premier court-métrage, puis ensuite son premier long qui s'appelle Kylie Blues, qui, si mes souvenirs sont bons, a eu un prix au Festival des Trois Continents. Je me demande s'il n'a pas eu la Montgolfière d'or ou un truc comme ça. Donc, prix qui l'a mis sur le devant de la scène. Et surtout en 2019, quand il a été sélectionné en sélection Un certain regard à Cannes pour Un grand voyage vers la nuit, donc cinéaste chinois qui s'est tout de suite fait reconnaître par son ambition plastique, notamment par son recours dans ses deux premiers films à des plans séquences extrêmement longs. Donc dans Et extrêmement virtuose. voilà, dans Kylie Blues, un plan séquence qui durait 45 minutes. Dans Un grand voyage vers la nuit, un plan séquence qui durait 1h10 et qui avait la particularité d'être en 3D. Donc c'était des films qui m'avaient beaucoup marqué, moi, quand je les ai découverts à leur sortie. Et on était nombreux à considérer que vraiment, là, il y avait un événement de cinéma énorme avec ce réalisateur qui s'est un peu fait oublier, enfin, en tout cas, qui a ménagé son attente après la sortie d'Un grand voyage vers la nuit, et qui a fait événement à Cannes en étant sélectionné à la toute dernière minute dans une espèce de sélection tardive orchestrée par Thierry Frémaux en compétition officielle, et Résurrection, donc son troisième film. Il a eu un prix spécial. Prix spécial du jury, dans une espèce de prix qui n'existe pas en dehors de... Enfin voilà, qui a été créé spécialement pour lui, on pourrait dire. Et le film est peut-être encore plus ambitieux que ses précédents, puisque c'est un film qui dure 2h40, qui est en 6 parties, enfin un prologue plus 5 parties, ou 5 parties plus un épilogue, c'est un petit peu compliqué à résumer, qui aurait vocation à être une sorte de traversée fantasmatique et rêvée dans un univers qu'on peut supposer être un univers un peu de science-fiction, dans lequel les gens n'ont plus le droit de rêver, de l'histoire du cinéma à travers, enfin de l'histoire, on va dire, du XXe siècle à travers l'histoire du cinéma, si bien que le film prend la forme d'une série de comment on appelle ça, d'exercices de style, en fait, imitant des formes dominantes du cinéma mondial, donc un segment muet, un segment en hommage au film noir à la Orson Welles, un segment qui évoque plutôt le cinéma hongkongais des années 80, et puis qui se clôt pas, mais enfin arrive en apothéose dans un plan séquence pour le coup à la Bigan d'une quarantaine de minutes absolument magnifique, et ce plan rouge là, voilà, qui va du rouge au bleu, hein, c'est un peu la trajectoire de ce plan séquence, et qui démontre encore une fois que quand il fait ce pourquoi il a déjà été remarqué auparavant, Bigan est probablement un des cinéastes les plus impressionnants et les plus passionnants de la scène contemporaine. Mais voilà, c'est un film dans lequel il tente aussi des choses qu'on n'attendait pas du tout de lui, puisque, pour le situer, c'est un réalisateur qui opérait une sorte de jonction entre, notamment, surtout dans Kylie Blues, entre le cinéma moderne asiatique des années 90-2000, notamment une influence assez marquée de Wu Xiaoxian et de Happy Chapong Verastakul, et puis quelque chose plus sensible dans Un grand voyage vers la nuit, d'un cinéma, on pourrait dire, très esthétisant, qui peut faire penser à Nicolas Winding Refn par endroits. Wong Kar-wai aussi peut-être quand même. Wong Kar-wai, mais davantage en Résurrection, je dirais, que dans Un grand Moi j'ai voyage vu vers la que nuit. Résurrection, donc Voilà, donc quelque chose de très plastique et de très moderne, même moderne au sens de contemporain, quoi. Voilà. Bon, film qui est très compliqué à résumer, Résurrection, et sur lequel il est compliqué de se positionner, parce que je crève l'abcès tout de suite. Moi, je l'ai vu à Cannes une première fois, je l'ai revu il y a 2 jours, et je suis extrêmement circonspect et déçu de ce long métrage. Ben, on voit en effet que dans la critique, en tout cas française, celle qu'on connaît, le film a pas mal d'admirateurs et très apprécié par un grand nombre de critiques que l'on reconnaît et que l'on apprécie.
Et Tarkovsky, ici dans le chat, dit qu'il adore le film. Au-delà de crever l'abcès pour toi, je vais crever l'abcès pour nous tous. On est tous plus ou moins pas trop réceptifs en fait au film, on va dire. Donc si vous d'ailleurs dans le chat avez été très réceptif au film, n'hésitez pas à nous le dire. Ce sera un plaisir de vous lire et de savoir comment vous l'avez vécu. Alors comme tu l'as dit, c'est une sorte de film une sorte de 6 parties dont les 4 centrales en tout cas sont... Il y a un peu un récit, on va dire cadre, et 4 sketchs, 4 incises à l'intérieur. Et ces 4 sketchs au milieu peuvent sembler avoir plus l'air de courts-métrages que de vraiment morceaux d'un film qui racontent plus que ce qu'ils sont, à part des sortes de mini-hommages comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, pour la majorité d'entre eux, même le cadre du court-métrage n'est pas forcément ce qu'a l'air de réussir au réalisateur, où j'ai l'impression qu'il a pas le temps non plus de rentrer dans quelque chose de vraiment profond, de développer quelque chose, et qu'en même temps, étonnamment, il semble rallonger un peu inutilement la durée de certains segments. On pense donc notamment à celui du temple enneigé, qui est le 3e segment. Où, pour le résumer brièvement, un homme... amené là par un groupe de pillards, se retrouve à avoir une expérience avec un esprit qui a pris la forme de son père. Et démon de l'amertume. Pour le dire brièvement, on s'ennuie quand même, en tout cas nous 3, pas mal devant le film. En fait, c'est surtout un film, je trouve, déroutant, parce que, j'ai l'impression qu'en fait le film commence avec, on va dire, une espèce d'exigence un peu du spectateur d'accepter beaucoup de conditions, puisqu'il y a des cartons comme ça de texte qui nous expliquent que on est dans une espèce de monde parallèle ou futur ou que sais-je, dans lequel les gens, pour devenir immortels, ont cessé de rêver, et que certains personnages qu'on appelle, alors en français c'est les rêvoleurs, continuent de rêver, et ils peuvent être amenés dans le vrai monde par les grands êtres ou un truc comme ça. Il y a un nom qui serait donc le personnage interprété par Chouki dans le film. Voilà, donc il y a une espèce de canevas assez lourd que nous donne le film d'emblée, mais qui en fait crée un peu une espèce de dissonance par rapport à ce qui se passe ensuite, puisque cette dimension-là est presque complètement un prétexte pour enchaîner des sortes de rêves où à chaque fois on va reprendre vaguement le même personnage qui transiterait comme ça entre différentes existences. Mais en fait, il n'y a pas tellement de... je trouve que c'est ça qui est assez déroutant, c'est qu'il n'y a pas tellement d'articulation entre le contenu des sketchs en eux-mêmes et cette espèce de récit cadre. Ou en tout cas, je dirais qu'il n'y a pas de continuité sur le plan esthétique, puisque comme vous l'avez dit, chaque segment a un peu sa patte, même si... je trouve que c'est surtout vrai pour le segment film noir et le segment plan séquence, qui ont tous les deux un argument comme ça un peu évident. Le segment temple aussi, il y a quelque chose où les plans sont plus posés, un truc les plans sont beaucoup plus proches du sol, le plan tatami, on pense un peu à cette tradition du cinéma japonais. Ouais, mais tu vois, comparé au segment petite fille, je trouve pas que ce soit fondamentalement très différent, tu vois. En tout cas, je me dis pas que c'est la singularité de la mise en scène que va permettre le segment qui justifie son inclusion dans le film. Narrativement, il n'y a pas de connexion, puisque les récits sont un peu enchâssés comme ça. Et donc, on cherche un peu une espèce de connexion, peut-être de l'ordre thématique, puisqu'il est question... un des cartons au début nous dit que le cinématographe lui-même est une sorte de rêvoleur, de machine comme ça à rêver, à traverser les existences. Donc, on se met un peu à chercher, parce qu'il y a cette question qui revient un peu de l'illusion... la question du vampirisme à la fin, qui sont des choses qui peuvent avoir une espèce de lien très très distant avec le fait d'enregistrer des images, etc. Mais je trouve que le film comme ça est un peu pris dans une sorte de déséquilibre où à la fois il manque, je trouve, d'homogénéité, ce qui fait que je suis incapable de dire ce que le film a envie de me raconter vraiment, pourquoi il ressemble à ça en fait. Et en même temps, on n'est pas... presque les segments ne sont pas assez hétérogènes les uns par rapport aux autres pour qu'on sente une espèce de logique un peu, je dirais presque gratuite, de dire c'est un livre de contes, comme 3000 ans à t'attendre par exemple, il y aura 3 histoires comme ça, un peu déconnectées, mais pour le plaisir. Là, j'ai du mal à trouver que ces histoires-là se justifient en tant que îlot pris isolément, Alors là, pour le coup, je nuancerais un petit peu, parce que typiquement, le 3000 ans à t'attendre, c'est un film qui, plastiquement, avait une sorte d'homogénéité en dépit des différents types de récits qu'il racontait, à part le segment final londonien. Oui, c'est vrai. Là où il y a quand même manifestement
des stratégies esthétiques qui sont très différentes entre la partie muette, la partie film noir. Et là où le bas blesse, je pense, mais on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'il y a 2 segments. Enfin, je sais que Loïc aime un peu plus l'un des deux, mais il y a 2 segments au milieu du film qui équivalent à peu près à 1h10, je pense, de film. Donc, en fait, quasiment la moitié, qui sont beaucoup plus faibles sur le plan de l'invention plastique que le reste du long métrage, qui donc se démarque par un sens, on va dire, de l'artifice et de l'invention formelle permanente, presque une manière de générer le plan en continu en fait, et c'est quelque chose qui va complètement disparaître dans le segment du temple, puis dans un segment qui met en jeu un voleur, un escroc et une petite fille qui vont essayer d'escroquer un riche, un vieux riche dans une ville dans les années 80. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que le film en fait est plombé de l'intérieur par 2 parties qui sont esthétiquement beaucoup moins intéressantes et qui presque sont incohérentes, parce que si on ramassait le film à sa partie muette, sa partie film noir, sa partie plan séquence, on aurait pour le coup un éventail de stratégies esthétiques visant à représenter les possibilités illusionnistes du cinéma qui serait beaucoup plus cohérent. Et d'ailleurs on pourrait imaginer que là ça serait un film sur en gros la dichotomie, on pourrait dire, entre le regard et les autres sens, puisque toutes ces parties là elles prennent en charge la thématique des 5 sens. Que ce soit Louis dans la séquence de film noir, ou que ce soit le goût avec la question du sang dans l'odorat dans le segment avec la petite fille. Alors le segment avec la petite fille prend en charge la question de l'odorat, mais plastiquement le film fait peu de choses de ces enjeux-là, alors que pour le coup c'est structurant dans les autres segments qui sont plus des segments expérimentaux en fait. Et c'est là où moi mon regret il est situé à cet endroit-là, c'est-à-dire que certes je le lis ici, Benoît a raison de le dire, que c'est baroque, c'est pas censé être homogène, mais on peut faire un film hétérogène mais qui est constamment dans un travail de la forme. On en a parlé il y a quelques mois quand on parlait de Mégalopolis de Francis Ford Coppola, qui est l'exemple même du film baroque et hétérogène, mais dont l'hétérogénéité était en permanence stimulante. Là, moi, ce que je regrette avec ce film-là, c'est que c'est pas très stimulant en fait. Alors moi, je pense qu'il y a 2 raisons. C'est que d'une part, le film est beaucoup trop lourd en fait, beaucoup trop ambitieux pour les moyens de Bigan, et puis c'est flagrant qu'il y a ici un déficit de mise en scène structurante, je dirais, c'est-à-dire une approche de la mise en espace des personnages qui du coup est particulièrement flagrante dans les séquences du temple et de la petite fille, qui sont celles où les effets se font les plus rares et donc du coup où la mise en scène apparaît la plus à nu, et on se rend compte qu'il se passe pas grand-chose. Mais en fait c'est assez drôle que tu essaies de circonscrire le film à de la mise en scène, ce qui est logique à faire quand on parle d'un film, mais j'ai la sensation qu'ici Bigan, justement, si on essaye de s'interroger sur le rapport entre chaque segment et la période temporelle dont il s'inspire, c'est-à-dire le premier, il est tourné en 16 images par seconde pour donner vraiment un peu cette sorte de préhistoire du cinéma, d'images un peu saccadées avec les effets un peu techniques, un peu à la Méliès et tout, exactement. Ensuite, il y en a quelques-uns en fait où en effet c'est davantage le scénario entre guillemets qui va prendre le relais, notamment le segment de la petite fille, et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi un moment où quand on arrive à ce segment-là devant le film, en tout cas là je parle personnellement, il y a un truc de... c'est agréable parce que pour une fois je peux me raccrocher à un scénario un peu linéaire et un peu clair et un peu psychologisant. Il y a un peu de psychologie qui apparaît dans le film, et je pense on voit les gens pleurer, il y a des émotions. Voilà, c'est ça, il y a de la tragédie, il y a des beaux moments. Ça a l'air de se passer dans le réel. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que le cinéma dont il essaie de s'inspirer, donc c'est-à-dire le cinéma plutôt des années 80, est aussi un cinéma entre guillemets plus lisible, plus psychologisant, cohérent, un peu linéaire, un peu plus simple. Et en effet, il y a moins d'apparat de mise en scène, mais il y a quand même une grosse chose qui sort de ce segment, c'est qu'il est solaire, quoi. Et c'est un peu le seul moment solaire qu'on a du film, alors que quasiment l'intégralité du reste est soit nocturne, soit très sombre. C'est vrai. Et on a un rapport dans celui-ci un peu... au paysage, au déplacement, au mouvement, etc., qui sont plutôt absents des autres. Et par contre, attendez... Il y a plein de réacts du... Ouais, c'est pour ça qu'il faut un peu tout lire. D'ailleurs, oui, c'est une très bonne chose à dire aussi. Je me suis senti un peu impuissant
de temps en temps face aussi à une potentielle question de culture, où je me dis qu'il y a potentiellement un gap culturel qui nous éloigne. Notamment tout le truc avec l'esprit de l'amertume, comme le dit Lost, etc. Je pense que le pillage des temples bouddhiques, ça s'inscrit par exemple, enfin c'est en filigrane, mais tu sens que ça s'inscrit dans l'arrivée du communisme en Chine, le fait que la religion n'a plus la même place. Je ne sais même pas dans quelle mesure la religion était permise en fait en Chine. Enfin, bon, ouais, et du coup, ça, c'est clair que nous, on va passer à côté, quoi. Et c'est potentiellement des critiques chinois sont beaucoup plus pertinents. D'ailleurs, je ne sais pas quel est l'état de la critique en Chine. Mais le film est un grand succès, en tout cas, ça c'est intéressant de le noter. Parce que notamment, il a un acteur qui est hyper populaire. Jackson Lee, c'est vraiment genre la plus grosse star du cinéma, de l'industrie chinoise actuellement. Et puis, il a été très marketé, comme le précédent d'ailleurs, comme aussi un grand film romantique qui sort un peu à la fin de l'année. Il faut savoir que comment ça s'appelle, Un grand voyage vers la nuit avait été un énorme succès le week-end de son exploitation, puis ensuite c'était tombé d'un coup parce que ça avait été marketé comme le grand film romantique à aller voir le 31 décembre, alors qu'ils se sont retrouvés avec un film expérimental complètement bizarre, donc voilà. Mais j'avoue que alors encore une fois, même si on parle en sachant qu'on n'a pas forcément tous les codes et tout, mais moi je souscris qu'à moitié à cette idée que chaque segment correspondrait soit à une époque, soit à un type de cinéma, parce que bah déjà au niveau de l'époque, c'est quand même des segments où on voit pas grand chose de l'époque d'une certaine manière. Enfin, oui. Mais c'est pour ça que je parle plus de références culturelles que de références historiques ou matérielles. Mais encore une fois, peut-être que c'est aussi des choses qu'on rate. Mais parce que le truc de film noir est très abstrait, celui dans le temple, on voit pas grand chose à part le temple. Voilà, et effectivement, le quatrième porte directement sur la question du passage à l'an 2000 et tout. Mais pareil, tu vois, est-ce que l'espace est une boucle, en fait, c'est minuscule l'espace qu'on traverse, et ça m'a tout l'air de pas être une vraie ville chinoise, mais un studio. Enfin, il y a quelque chose de très volontairement artificiel qu'il n'y avait pas dans les précédents d'ailleurs. On explorait quand même un territoire. Oui. Mais sur la question un peu du pastiche, autant film noir, j'achète et je trouve l'idée assez séduisante de dire une espèce de révision un peu des motifs esthétiques du film noir, mais dans l'espèce de plasticité comme ça que se permet Bigan, ça produit des choses assez jolies. En revanche, les autres segments, je vois pas trop. Enfin, le plan séquence quand même. Mais je veux dire, je vois pas à quelle esthétique de cinéma, tu vois, ça remerait. Il se rattache directement. Enfin, c'est plus une sorte de mélange entre un cinéma hongkongais dont il est un peu pris et Wong Kar-wai et Johnny To. Peut-être, je pense. En tout cas, j'ai du mal à croire que le film est dirigé par une envie de vraiment retravailler comme ça une iconographie, mais c'est peut-être le cas, mais alors voilà. Attendez, je vous propose un moment Rose et Chevalier qui nous partagent. Merci beaucoup. Une chronologie. Ok. Ça vient d'où ? C'est quoi c'est qui l'a faite ? Source. Oui, non mais c'est intéressant. T'as raison. Donc, alors on est sur TWIMG. Donc les années 20, les années 30, 40, 60, 70, oui, c'est à peu près ce qu'on avait en tête après sur la périodicité. C'est un magazine US, ok. Donc Fall of the Qing Dynasty, ok. Oui, donc c'est ça. Donc les années 40, c'est avant, ok, et c'est la révolution culturelle. Ouais. Ensuite, Early Reform and Opening, donc oui, c'est oui, c'est cohérent. Oui, c'est vrai que... je sais plus comment il s'appelle, le président qui suit Mao Tse-tung. C'est mes cours de terminale, ça. Je sais pas, j'ai tout oublié moi depuis. Ouais. Oui, c'est vrai que à la fin il y a le côté très occidental aussi du dernier segment avec la musique et tout. Voilà, c'est là on s'en doutait, mais ça ne. Enfin, moi j'ai du mal à... Ouais, Deng Xiaoping, excusez-moi. J'ai du mal à tout à fait acheter que ce soit un film sur l'histoire de la Chine. Enfin, ça nous apprend rien en fait sur l'histoire de la Chine si on va parler. Non, mais c'est que c'est présent parmi les autres éléments. Tout à fait, j'entends. Mais en fait, ce que je trouve regrettable, peut-être pour aller aussi là-dessus, tout à l'heure Mathieu demandait si il y avait des liens à faire avec Holly Motors, et effectivement, on a tous pensé, tous les trois en tout cas, à Holly Motors, avec cette idée un peu que un même personnage, grimé différemment, va réinvestir des mini-films au sein du grand film, avec même à la fin de Résurrection, un truc vraiment directement sur le maquillage, etc., qui fait penser au moment d'interlude dans la voiture un peu dans Holly Motors. Et en fait, là aussi où ça pose un peu question de comprendre la logique du film, c'est que du coup, la seule chose qu'on perçoit vraiment comme étant quelque chose que le film veut nous raconter, c'est cette espèce de parallèle autour du cinéma comme grande machine à rêve qui appartiendrait à un temps passé, puisque aujourd'hui plus personne ne rêve, mais heureusement le cinématographe, et il y a quelques derniers résistants, des derniers rêveurs. Et le film se clôt sur une espèce d'image de la salle de cinéma un peu en péril, quoi. Enfin, en tout cas, en train de littéralement sa fin mélancolique comme ça. Et du coup, je trouve que le seul
je sais pas de discours, mais voilà, le seul truc un peu dont on est à peu près sûr que le film qu'il a envie de nous raconter, c'est une espèce de truc un peu décliniste sur la santé du cinéma est mort. Que je trouve un peu ringard, quoi. Enfin, disons que le film se termine littéralement par le corps du révéleur qui, enfin, je spoil, mais c'est pas un spoil parce que de toute façon il n'y a pas d'action, mais le corps du révéleur qui se dissout dans une espèce de machine à data énorme, une espèce d'ordinateur géant. Moi je me suis dit que ça ressemblait à je pensais que ce serait dans un truc de volume LED. Je crois que ça de l'extérieur, en fait on dirait des machines à IA en fait. Alors je pense que le film a été fait avant, il est en gestation depuis 2021, donc il est fait avant la grande déferlante des IA depuis un an, mais c'est dur de ne pas y penser avec cette idée que finalement on serait remplacé par des dispositifs numériques. Puis même si on pense pas forcément à l'IA, on peut aussi penser à la standardisation de Netflix ou des choses un peu du style alors que le film est numérique, c'est ça qui est quand même complètement con en fait, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fétichisation du matériau avec une reproduction du grain d'une image en 18 images secondes dans la première partie, bon, alors qu'il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, naïf, enfin voilà, c'est la naïveté du film à plein d'égards, à plein de niveaux qui m'a frappé. Moi je trouve que par exemple un des gros défauts du plan séquence, c'est ce qui se dégage de la caractérisation psychologique des personnages qui sont des espèces de romantiques échevelés, qui parlent tout le temps du fait qu'ils n'ont pas peur de mourir, qui sont des vampires, bon, qui relèvent aussi d'un imaginaire du romantisme qui est vraiment complètement éculé. Alors je sais pas dans quelle mesure aussi, pour le coup, c'est quelque chose qui est peut-être plus... Le public chinois est peut-être plus friand de ces propositions narratives-là, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi... Enfin, à mes yeux, le défaut du film, ce serait presque, à force de vouloir tout retraiter un petit peu de cette façon grandiose, poétique, récupérer un peu tous les motifs du cinéma qu'on connaît, finalement, quelle est sa différence entre un film paria qui referait des vieux films de l'époque, quoi. C'est dit de façon très méchante. Je dirais que les scènes les plus directement portées par des ambitions formelles sont les plus réussies du film, tu vois. Oui, mais par exemple, quel intérêt à refaire, à pasticher la séquence de fin de La Dame de Shanghai d'Orson Welles à la fin du segment de l'inspecteur où il tire sur les miroirs. Après, tout le segment joue un peu sur les reflets, c'est aussi un des thèmes du film, mais oui, je suis d'accord qu'à part le clin d'œil... C'est probablement ce qu'il y a de moins bien dans cette séquence, enfin dans cette partie-là de film noir qui, pour le coup, est d'une invention plastique assez permanente et qui surtout travaille un truc qui m'intéresse et ça me permet de répondre aussi au long message de Tarkovsky. On va pouvoir le lire peut-être d'abord. Lis-le et puis après je Tarkovsky nous demande ce qu'on pense du dernier plan du film. Lui le trouve magnifique. C'est un plan qui fait cohabiter la poésie intimiste d'un moment simple et le vertige existentiel de l'éternité. Je pense que le message du film, c'est que l'humain préférera toujours vivre un faux rêve plutôt que de vivre pour l'éternité. Je pense aussi que le dernier plan du film raconte que l'écran est immortel, mais pas les spectateurs qui disparaissent petit à petit. Alors déjà, moi le problème c'est que ça implique une sorte de conception du cinéma avec un grand C, et d'ailleurs c'est une des phrases qui est utilisée en tagline par des critiques pour défendre le film, qui moi me dérange parce que pour le coup j'ai une position, c'est le fameux débat Douchet-Danet qui disait qu'il aimait le cinéma avec un grand C, et Douchet qui disait non, moi j'aime les films, et effectivement je pense que je préfère voir des films que aller au cinéma parce qu'il y a toujours un truc côté muséal, et effectivement le film a une dimension muséale, mais moi ce qui m'intéresse dans cette séquence finale c'est que le film se termine en fait par les spectateurs qui disparaissent et le décor qui fond, avec une image aussi de bougie qui intervient entre chaque segment, qui signalerait une sorte de déliquescence progressive, mais qui serait aussi un principe esthétique en fait, à savoir l'idée que la génération permanente des images les unes dans les autres, c'est aussi peut-être une décomposition progressive d'un magma d'images qu'on verrait se délier les unes les autres à travers le montage, et effectivement c'est quelque chose qu'on va beaucoup sentir dans la partie film noir. On a l'impression que les images s'entremêlent, se fondent les unes dans les autres, et c'est pour ça que et on pourrait envisager le plan séquence aussi comme une manière de faire s'entremêler des images à plusieurs plans sur l'image en même temps, là où effectivement les parties du temple et la partie avec la petite fille sont beaucoup plus sages sur ce plan-là. Le temple, il y a quelques micro-moments comme ça, il y a notamment un passage assez beau où le démon se met à dessiner des lettres dans un puits, dans une fontaine, et pour le coup il y a un principe de fondu enchaîné qui vient faire qu'on ne sait plus très bien quelle est l'image qui va générer une autre. Mais je trouve que le film est quand même assez inégal, et je réponds aussi au message de Benoît sur YouTube qui dit que Bigan dit que son plan séquence final vaut comme un panier à 3 points au basket. Cela revient à clasher à la fin justement parce qu'il y avait un ventre mou pour contraster. Moi je trouve que c'est une erreur aussi d'envisager son film comme ça, c'est-à-dire qu'on a passé 1h10 à se faire chier et effectivement le plan séquence en serait que plus beau. Bah malheureusement non, en fait le plan séquence arriverait derrière la partie film noir, on serait encore plus époustouflé, et je pense que ça révèle quelque chose sur Bigan, c'est qu'il est très
très stratège, quoi. Il est très, comment dirais-je, c'est très. C'est un peu le Stephen Curry du cinéma pour filer la métaphore. Il pense trop en amont, en fait. Son film, il est trop cadenassé par une espèce de projet qui serait. Enfin, il vise à faire à maîtriser tous ses effets, et de fait, le film passe un peu à côté de son récit, quoi. Mais typiquement sur la question du plan séquence, on va peut-être explorer un peu ce segment en particulier qui est un des plus intéressants, je trouve, du film. Mais donc moi j'ai vu juste le précédent, Un grand voyage vers la nuit, qui avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce principe aussi d'une espèce de plan séquence final. Mais là, je trouve que celui qui est dans Résurrection, quand bien même il est intriguant à plein de niveaux, il a aussi un côté beaucoup moins vertigineux parce que il est présenté comme un sous-récit, quoi. Enfin, il est, je sais pas, il y a une espèce de même plan truc de dire. Enfin, je trouve que ça le réduit presque un peu à son exercice de style. Puisqu'en gros, ça va être le segment plan séquence du film, le sketch avec cette idée-là, et ensuite on passe à autre chose. Et je trouve qu'il du coup, il a pas du tout ce côté un peu remise à plat, quoi, de tout ce qu'on a vu jusqu'avant, qu'il y avait un peu dans le précédent. Et dans Kylie Blues aussi. Et je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Rose et Chevalier. Dans Kylie Blues, il y avait effectivement une sorte de grâce poétique qui venait du fait que le film avait dû coûter, je pense, $3,000, tu vois. Enfin, vraiment, ça coûtait rien, c'était tourné avec des tout petits moyens. Et donc, il y avait une espèce de merveille à voir un type qui arrivait avec rien du tout, une caméra, un stabilisateur numérique, à faire un plan séquence magnifique, et un film qui vraiment tenait la dragée haute au plus beau film à Millennium Mambo, quoi. Enfin, c'était vraiment. D'ailleurs, la présence de Chouki dans celui-ci est évidemment un hommage à Ossian. D'ailleurs, même j'y ai pensé aussi pour le plan séquence, parce que Millennium Mambo commence, c'est pas un plan séquence, mais par un plan assez long au ralenti, et qui se passe aussi au moment du passage du siècle. C'est suivre une femme mystérieuse. Oui, c'est tout à fait la même idée. Donc oui, le film est pachydermique en fait. Moi, c'est un peu une Pavlova, quoi. C'est ça qui est. Mais c'est vrai qu'en revenant à Holly Motors, on en parlait un peu avant l'émission. Toi, t'aimes pas forcément beaucoup Léos Carax, on peut dire de cette façon-là. Mais force est de reconnaître que dans Holly Motors, il y a quand même une force de proposition esthétique et une création purement cinématographique qui dépasse de loin un peu le simple la simple référence ou le simple pastiche. Oui, il y a des choses très laides rendait dans Holly Motors, et très faibles. Même les choses laides, elles avaient par exemple, j'imagine que tu parles du truc en VFX. Non, moi je pensais tous les segments avec Monsieur Merde, ou le segment où Carax s'habille en mendiante sur un pont à Paris, ou la partie où il joue un père qui va chercher sa fille après une soirée. C'est vraiment des moments qui sont pas filmés, qui sont pas mis en scène, qui sont très 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 faibles, quoi. Non, mais c'est vrai que. Et là où au moins Bigan il propose des trucs, tu vois, c'est déjà ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas un film de simple pastiche. Non. Enfin, il y en a aussi du pastiche dans Holly Motors. Oui. Beaucoup, mais oui, mais il y avait quand même une forme de c'est juste que innovation, c'est un film plus intelligent, je pense, Holly Motors, de création, quoi, parce qu'il s'inscrit dans une histoire de la pensée du cinéma qui est très informée aussi qui est informée par Godard, bien sûr, mais qui est informée en fait par la tradition critique incarnée par les cahiers du cinéma, dont Carax a été un compagnon de route depuis ses débuts. Là où effectivement la vision du cinéma qui serait une vision largement méliésienne, on pourrait dire, de Bigan, donc une vision illusionniste et fantaisiste et fantasmagorique, et donc lié au rêve, est peut-être moins riche en termes de réflexion sur les puissances de ce que c'est que le cinéma, surtout des puissances d'enregistrement. Ouais, c'est peut-être pour ça que je pense qu'on est peut-être tous d'accord pour dire que notre morceau préféré du film serait peut-être l'ouverture. Ouais, enfin, celle qui est jouée en 16 images par seconde, parce qu'en fait chaque plan est une pure création plastique méliésienne, comme tu le dis, et où il a plusieurs idées par plan, et où en fait c'est hyper riche, quoi. Il y a vraiment un truc la partie film noir et la partie plan séquence, c'est les parties où il y a effectivement l'idée que on se rapproche de ce qu'est la matière expérimentale qui est la plus riche de la tradition méliésienne, c'est-à-dire on utilise le matériau, quoi. On utilise le matériau pour expérimenter quelque chose qu'il fait de manière très inégale dans le reste du film, voire même pas du tout, et surtout avec une pensée qui est pas très riche, quoi. Ce que je trouve en fait à mon avis intéressant, c'est que les deux trucs que j'ai préférés dans le film, si on réfléchit à l'échelle des plans, c'est à la fois le plan séquence, qui est un plan qui dure 40 minutes, mais aussi un plan qui est dans la première partie, qui est ce plan travelling rotatif, où Chouki explore des décors comme ça, et on voit un peu les feuilles de décors, etc. Pas travelling, mais c'est juste le truc qui tourne, tu penses, peut-être qui tourne au milieu, vu qu'elle évolue dedans. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, en fait, pourquoi je les rapproche à l'échelle du plan, c'est que ces deux plans, on va dire assez longs, enfin le premier est assez long par rapport à un plan classique, le dernier évidemment très très long, mais surtout qui, en leur sein,
dialectise un petit peu l'idée que le cinéma est une illusion et que Bigan va s'amuser à faire monstration de cette illusion elle-même, quoi. C'est-à-dire, dans la partie avec Shuki, à la fois on voit les décors en carton-pâte et on voit leur envers, on voit comment est-ce qu'ils se mettent en place pour faire illusion quelques secondes, et ensuite on voit les coulisses, donc on est en même temps dans les coulisses et dans l'illusion. Et il y a un peu la même chose dans le plan séquence où finalement, par sa durée extrême, on finit par s'apercevoir de sa durée, et il y a une espèce de truc performatif où on est à la fois dans l'immersion du plan séquence et à regarder le plan séquence. D'ailleurs, il y a un moment dans le plan séquence qui est un moment où on regarde un film. Ouais, celui dont il y a des trucs pour le coup, il y a des trucs très impressionnants de changement de point de vue aussi, où le plan séquence se met à devenir subjectif puis à retourner à la troisième personne, où il y a des mélanges de temporalité qui sont très impressionnants. Ce qui est de plus ludique, c'est aussi ça, parce que les films précédents de Bigan étaient des films très ludiques. Dans leur première partie, c'était des films assez éclatés, où il fallait reconstituer la trame d'un récit dans une logique qui était assez celle du cinéma moderne taïwanais ou est-asiatique des années 90-2000. Et puis les deuxièmes parties, c'était au contraire un récit continu. Il y a un super article de Corentin Lé qui était sorti en 2019-2020 sur Criticat, où il parlait de ça, justement, une espèce d'opposition structurelle binaire qui travaillait les deux films. Et là, en fait, ce qui est assez embêtant, c'est que le film étant assez littéral dans son allégorie, il y a peu de choses à aller chercher, peu de choses à aller comprendre, il y a peu de jeu, en fait. À part dans la partie, je dirais, film noir, où on va essayer d'aller comprendre le mécanisme d'engendrement des images, et dans la partie plan séquence, où effectivement il y a un travail sur le point de vue qui est assez surprenant et qui par moments produit des choses vraiment spectaculaires. Mais sinon, le film est assez fragile, en fait, sur la dimension ludique. On subit un petit peu ce qu'on regarde. Alors, je fais une mini correction. L'arroseur arrosé, c'est un film des Frères Lumière. C'est pas un film de Méliès. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait. Mais c'est aussi ce que je voulais dire avec l'idée d'isoler ces deux membres, c'est que je trouve qu'en fait, c'est deux plans qui racontent par la mise en scène un peu l'idée générale du film, mais de manière beaucoup plus fine, c'est-à-dire le cinéma est une illusion incroyable et on se promène dedans, dehors, à la fois on est gagné par cette illusion et on la regarde. Là, il y a un truc très beau, je trouve, sur le cinéma qui n'est pas du tout atteint quand le film se fait en fait très sentencieux et nous parle directement de cinématographe, nous montre une salle de cinéma, etc. Quoi. Avec elle qui met elle-même la pellicule l'installation du Frankenstein, de machin. Il y a un point quand même qui m'a intéressé au revisionnage que j'avais pas du tout ressenti à la première vision et qui m'avait été confirmé par un copain qui l'a vu en même temps que moi et qui en fait s'est endormi pendant le film plusieurs fois et qui a été réveillé notamment par la brutalité, l'agressivité du sound design effectivement le film en fait n'arrête pas de mettre en scène le déchirement, la destruction, la brûlure ou l'explosion de l'écran. Puisque le film s'ouvre littéralement sur l'écran de la toile qui brûle. Ensuite, on arrache un moment, enfin, Shuki arrache la toile de l'écran. Un moment, on entre dans le segment film noir par une vitre qui éclate devant nous. Donc, et la caméra qui rentre à l'intérieur. Donc, une espèce de travail permanent sur l'explosion de la distance qui sépare l'écran du spectateur. Avec l'idée aussi que nous sommes partie intégrante du film, puisque le film s'ouvre littéralement sur des gens qui nous regardent, et c'est nous les spectateurs. Ce qui rejoint... ce qui serait intéressant en fait si c'était tenu, mais le problème c'est que c'est des idées un peu posées. Et ce qui rejoint, je te pique un mot que tu as employé sur Un grand voyage vers la nuit, mais la dimension un peu foraine aussi du film, c'est-à-dire on est absorbé nous-mêmes dans cette espèce de... Voilà, quelque chose qui est très présent dans ce plan séquence. Et oui, effectivement, peut-être le moment je trouve le plus fou du film, c'est cette espèce de time-lapse. Moi je pense... Pendant le plan séquence. C'est ça, donc il y a un moment où, pendant ce long plan séquence qui du coup est de facto un peu en temps réel, la caméra s'arrête, l'image se met à accélérer et on voit des gens regarder l'arroseur arrosé. Le film, lui, semble défiler en temps réel, alors que tout autour est en accéléré. Et à la fin, ça revient en vitesse normale et le plan séquence reprend. Et on traverse une fenêtre à ce moment-là. Et on traverse une fenêtre, tout à fait. Qui est quand même un truc assez fou. Enfin, que je pense il y a cette idée que, par essence, le plan séquence, c'est le temps réel, quoi, et qu'il arrive à incruster là-dedans une espèce de différentiel de temps. Et encore une fois, c'est un truc qui raconte bien mieux que les phrases en voix off, etc. Cette idée que finalement, je sais pas, le cinéma traverse le temps, ou c'est une espèce de temps un peu éternel. Je sais pas, qu'est-ce que ça nous dit exactement, finalement. On touche à quelque chose de manière d'encapsuler des temporalités différentes et de pouvoir observer le temps en tant. En fait, c'est ce que Deleuze appelle une image temps. C'est-à-dire, on n'observe pas de l'action, on n'observe plus du mouvement, on observe du temps en direct qui se délaie. Et c'est là où il est le plus fort, mais c'est quelque chose qui est malheureusement un peu secondaire dans le film. Parce que je pense qu'au fond, son idée, c'est d'essayer de trouver plein de stratégies esthétiques
pour figurer la temporalité qui s'écoule dans le cinéma. Mais le problème, c'est que parmi toutes les stratégies qu'il emploie, il y en a plein qui fonctionnent pas. Et je pense que par exemple, typiquement la séquence du temple, il y a une manière de travailler sur le temps long, sur la dilution des actions, qui fait que ça ne fonctionne, ça ne marche pas du tout, quoi. À part un truc qui est absolument exceptionnel, qui est la transformation de la dent, puisque pour préciser pour ceux qui n'ont pas vu, il y a en fait le démon qui apparaît naît d'une dent qui est jetée dans une boule de neige. Et il y a en plan séquence, on est encore d'ailleurs dans ce truc-là, c'est-à-dire dans la supposée vérité photographique basinienne de l'enregistrement en temps séquence, il y a un piège. Et c'est peut-être ça le nœud de l'affaire chez Vigan, c'est comment dans l'enregistrement documentaire, on va inclure une illusion qui est d'autant plus puissante qu'elle ne devrait pas avoir lieu ici. Et ça fonctionne, quand ça fonctionne bien, mais c'est pas ce qui constitue le cœur de son projet dans ce film-là. Mais c'est un peu ces plans séquences serpentins qui durent très longtemps, où au final, il y a une espèce d'unité supposée, mais plus le plan avance, plus on sait pas depuis combien de temps il a commencé, on est un peu perdu. Ça, en Voyage vers la nuit, c'était vraiment ça, quoi. Ça, il y a ce truc un peu et dans Kindly Blues, pareil. Qui est assez beau.